Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir un autre projet de type boilerplate. Vous savez, dernièrement, j'ai partagé un petit boilerplate de type VJS, React, TypeScript et Supabase, qui était essentiellement orienté pour des projets de type temps réel. Cette fois-ci, on va voir un projet qui vous permettra de créer du coup des solutions avec du server-side rendering. On va utiliser Next.js avec un backend Strapi, donc une base de données Postgres. Et on va voir ça maintenant. On va commencer par faire le tour du projet du repo. Donc c'est un monorepo qui me permet du coup de mettre un peu tout dedans et de vous l'envoyer en une seule fois. Donc j'ai mis aussi un Docker à l'intérieur du repo afin que vous puissiez déployer facilement la base de données. Donc en fait le Docker il est vraiment dédié à la partie Postgres avec un DB admin. Je crois que j'ai utilisé PGadmin, PGadmin 4. Donc c'est une base Python, hein. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave, on met pas vraiment les mains dedans. Vous avez qu'à set finalement les vardanv avant de lancer votre Docker Compose et on est bon. À l'intérieur du projet, j'ai mis un README, donc où j'explique étape par étape finalement comment utiliser ce projet. Vu que c'est un monorepo, on part sur du PNPM, donc on installe les dépendances. Ensuite, bien sûr, on lance la base de données. Il vous faut configurer les vardanv, que ce soit front ou back. Vous remarquerez que pour du next, j'ai pas exposé la variable d'environnement jusqu'au front. Sinon, il faut mettre un next public, quelque chose comme ça, avec la vardanv pour que la vardanv soit acheminée jusqu'au front. C'est un choix parce qu'en fait, dans ce projet-là, eh ben, la partie server-side rendering de Next va nous servir un peu comme passerelle afin de ne pas vraiment exposer le back-end Strapi. Donc on va venir taper dans les ressources, mais on ne va jamais exposer finalement les URL d'API, les endpoints, ce genre de choses. Donc pour la partie back-end, pas grand-chose à set, hein, c'est un Strapi de base. Alors je préfère quand même partir sur des Strapi de type TypeScript. Donc c'est pas du JS, il vous reste à générer des clés, donc je vous donne la commande, hein, c'est de l'OpenSSL, on s'embête pas trop. Et donc une fois qu'on remplace tout ça, qu'on met les bons noms les passwords, pardon, donc il reste plus qu'à se connecter. Alors quand on lance pour la première fois le Docker, ce que je vous recommande de faire, c'est quand même de vous connecter sur le port 27018 pour aller sur votre PGadmin. Et une fois sur PGadmin, n'hésitez pas à créer votre base de données en faisant un petit clic droit ici, Create, Database. Et du coup, là, on suit les étapes. Vous pouvez créer un user à part si vous voulez. Moi, j'ai tout laissé en Postgres parce que de toute façon, c'est du dev, on s'embête pas trop. Et une fois le déploiement, on regardera ça un peu plus sérieusement, quoi. Le projet, c'est toujours une to-do list. Donc, pour permettre de rapidement faire du CRUD, déployer quelque chose, vérifier comment ça marche. Et là, ce qui est cool, l'avantage, c'est que comme on utilise Strapi en back-end, on va pouvoir aussi avoir la partie CMS pour pouvoir vérifier tous nos enregistrements, etc. et manager tout ça avec des interfaces graphiques. C'est un peu plus simple que de partir sur un projet où il faut tout faire de A à Z et directement taper en base pour voir les enregistrements. Alors, on peut lancer tout ça. Comme c'est un projet monorepo, on peut directement taper pnpm parallèle dev. Donc, le temps que ça se lance, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi se connecter à la fois au back-end et au front-end. Voilà, donc je me suis connecté sur l'interface de Strapi et j'avais déjà créé un utilisateur. Donc, je vous laisse ici vous loguer ou créer un compte. Donc, quand on va dans Login, vous pouvez faire Register, donc créer un compte. Moi, j'en ai déjà un, donc je vais me connecter. Et une fois qu'on est connecté, on peut directement créer nos tâches. Donc, tâche 2, voilà, task 3, ok. Donc, on voit bien que les tâches sont créées. Et on va vérifier maintenant qu'est-ce qui se passe côté Strapi. Donc, ce qui est cool, je vous disais, l'avantage, c'est qu'on a l'interface, du coup, on peut directement regarder ce qui a été créé. Donc, j'ai fait quelques tests avant, ce qui explique, du coup, l'offset des ID. Alors,
en principe, si je le supprime depuis l'interface de Strapi, donc l'avantage aussi de Strapi, c'est de pouvoir manager un peu le contenu depuis ici. Donc je peux delete entry directement. Et lorsque je rafraîchis, bah, je n'ai même pas eu besoin de le faire. Effectivement, parce que comme j'utilise React Query, à mon avis, il se refresh à chaque fois qu'il retrouve le focus. On va faire encore un autre test. Mais à mon avis, dès qu'il retrouve le focus, il relance le fetch. Ce qui explique pourquoi, ouais, il se met à jour automatiquement. Donc si je crée là Toto, donc la tâche elle est créée. Est-ce que je vois Toto ici? Je rafraîchis. Je vois bien mon item Toto. Maintenant, je vais le supprimer. Donc j'ai la notif qui me dit que ça a été supprimé. Je rafraîchis côté backend. Et ça a bien été supprimé. Donc ça c'est cool. Maintenant, on va regarder exactement comment ça marche. Je vais essayer de vous expliquer le code, mes choix techniques et pourquoi c'est organisé comme ça. Comment vous pourrez continuer à développer cette base pour en faire un projet sur mesure en fonction de vos besoins. Alors, tout se passe dans Apps. Donc c'est ici que j'ai défini du coup les workspaces. Donc j'ai permis aussi de faire un package si jamais vous avez envie de faire un repo partagé donc pour définir des types, des fonctions, etc. C'est possible de le faire dans package, des utils. On va se concentrer sur le front parce que ben, le back, j'ai envie de dire, c'est du Strapi, hein. Vous pouvez éventuellement faire des modifications, mais dans ce cas précis, on n'en a pas forcément besoin. Donc j'ai organisé ça en mettant bah, les components dans Components, un contexte donc pour le user. J'utilise un token. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on crée un utilisateur côté Strapi. Côté front, on va demander un token. Donc on essaie de faire une connexion API sur Strapi. On récupère ce token, on le stocke en local storage et puis on s'en sert à chaque fois qu'on a besoin de faire de la lecture-écriture. Donc les hooks, je les mets toujours dans un dossier hook. Je trouve ça beaucoup plus simple de s'organiser comme ça. Et puis ça permet aussi de faire du don't repeat yourself, de réutiliser du coup bah, tout ce qui est delete task, get tasks, etc. J'ai un hook pour la connexion parce qu'il y a des pages où j'ai peut-être pas forcément envie qu'un utilisateur arrive avec déjà une session, notamment bah, les pages login, hein, s'il est connecté, pas il est connecté, du coup il a qu'à logout. Pareil pour est-ce que il peut accéder à certaines pages lorsqu'il n'est pas connecté. Donc je vous ai mis ces petits outils-là en place si vous voulez vous en servir dans les pages. Pour ce qui est des libs, en général, j'exporte juste un query client pour React Query. Les types. Donc il faut savoir que Strapi, pour toutes les collections, donc en fait, on peut créer des modèles de données de type mono-entry. Ça veut dire en gros, bah, j'ai un établissement, j'en ai qu'un. Du coup, je peux créer une entrée en base et définir bah, son adresse, son code postal, etc. J'aurai toujours qu'une entrée en base. À partir du moment où je décide de créer une collection, c'est-à-dire que je me dis, bah tiens, cet item-là, il peut se répéter à l'infini, bah, c'est le cas pour des articles de blog, c'est le cas pour des produits si on fait un site e-commerce. Et bien du coup, Strapi va automatiquement créer une clé dans la réponse de type meta, donc, qui contient la pagination, des informations relatives à la pagination. Donc, ben, quelle est la page actuelle, quelle est la taille de la page, c'est quoi le total des items en base pour cette collection, etc. On n'a pas énormément de modèles dans ce cas précis parce qu'on est sur un petit projet de type to-do list, donc on a un user et on a task, donc un objet de type task, où les types sont déclarés dans types. Pour ce qui est des pages, on n'a pas grand-chose. On a un login, logout et bien sûr notre page qui contient à peu près tout. Et c'est là-dedans que je viendrai embed du coup tout ce qui est formulaire et la liste. Donc quand je retrouve dans mes composantes le formulaire task form qui permet de créer une nouvelle tâche et la liste de tâches qui render dynamiquement en fonction de ce qu'il y a dans React Query. Donc c'est du cache de React Query. Ce qui permet de, quand on supprime un élément, il auto-refetch parce que bah, nous on invalide le cache. Et bah, on a cette impression, en fait, cette mécanique de temps réel, entre guillemets, parce que bah, ça réagit tout de suite.
Donc voilà, c'est assez basique, mais ce projet-là, c'est, je pense, une bonne base pour partir sur tous les projets qui ont besoin d'un server-side rendering, notamment le cas des blogs, de l'e-commerce ou ce genre de projet. Comme je vous disais la dernière fois, le projet temps réel de type Vite, React, TypeScript, Supabase, eh ben, c'est un peu mieux pour des projets où on n'a pas besoin d'indexer sur des moteurs de recherche, que ce soit un projet de dashboard en live, de l'affichage, un back-office. Pourquoi les back-office, c'est intéressant de ne pas les indexer? Parce que bah, du coup, on n'en a pas besoin, hein. En général, on arrive avec un login password. Quand le scrapper de Google il arrive sur votre page, il n'a pas d'info de connexion, donc en fait, il n'arrivera jamais sur ces pages-là. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller vers des projets lourds qui font du server-side rendering quand on est dans ces cas précis. Ici, ça vous permettra de mettre en place des projets qui ont besoin de server-side rendering et j'espère que ce boilerplate accélérera de beaucoup vos projets, tout comme c'est le cas pour moi. Alors, je me sers d'une base un peu similaire pour mon blog, que vous consultez peut-être, mais allez y faire un tour, hein, c'est sur dev-freelance.fr. Et du coup, bah, c'est un peu cette base-là que j'utilise et là, je l'ai un peu simplifié, on va dire, pour pouvoir être utilisé comme base, un peu comme un Create React App à l'époque, qui est en gros tout un boilerplate qu'on tweak pour pouvoir mettre en place un projet un peu plus conséquent. Mais à partir de cette base-là, de créer de nouveaux modèles ou ce genre de choses, bah, ça va très vite parce qu'on peut utiliser le back-office de Strapi pour directement bah, modéliser un nouveau type. Donc j'ai envie de créer une nouvelle collection, je sais pas moi, des produits. Je mets toujours du coup le configuration name avec une majuscule. J'enlève le S parce qu'il pluralise tout seul. Donc là, je peux dire que ben, j'ai besoin d'un champ de type texte pour le libeller, une description, un prix, etc. Donc cette base, elle est très modulaire. Donc vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voudrez avec pour du server-side rendering. Dernière petite chose, je crois que j'oubliais de vous faire un petit tour d'horizon de comment fonctionne la partie API. Donc j'ai utilisé Next.js en tant que gateway vers Strapi, donc pour pas exposer les endpoints, ce qui veut dire qu'en fait je vais consommer des routes avec directement slash API slash login par exemple, mais lui va aller appeler ensuite le backend URL. Donc si on regarde au niveau des env, c'est donc l'URL de Strapi slash API. Slash hot slash local qui nous permet du coup de nous connecter, de créer une session type JWT. Euh, Pareil pour register et donc la création de tâches, la récupération de la liste des tâches et la création de nouvelles tâches ici dans les routes. Et comme je vous dis, bah, finalement le projet Next se comporte comme une passerelle pour jamais exposer les URL de Strapi. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez très bien utiliser ensuite sur un serveur privé et du coup ne pas exposer votre Strapi directement à l'extérieur, forcer le passage par Next du coup pour empêcher bah, le hacking ou ce genre de choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des likes pour encourager ce type de contenu. Abonnez-vous et faites un tour sur le blog. Donc l'URL c'est dev-freelance.fr. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.